Sur le destin, Mali, une terre de paix. Suite de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau sur le terrain pour faire l'état des lieux des infrastructures. Une visite qui a aussi et surtout pour but de faire de l'accès à l'eau et à l'électricité une réalité pour tous les Maliens. Culture marque à la vivre depuis vendredi au rythme de la 20e édition du Festival des masques et marionnettes du Mali. L'Undomo, l'éducation des enfants, c'est le thème de cette édition parrainée par le professeur Dionkounda Traoré. Merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. Suite aux douloureux événements survenus à Boulkessi, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême des armées, a présidé un conseil de défense restreint. À cette occasion, le conseil a examiné le point de la situation présenté par le chef d'état-major général des armées. Le Conseil restreint a fait de fortes recommandations relatives à la protection des forces et du matériel en vue d'assurer efficacement les missions régaliennes. Conseil de cabinet, Conseil de défense restreint donc du chef de l'État suite aux événements survenus à Boulkessi, à la frontière du Mali et du Burkina Faso. Voilà, justement, suite à ces événements survenus à la frontière Mali-Burkina Faso, plus exactement à Boulkessi, nous recevons sur ce plateau le colonel Abdoulaye Sidibé, conseiller technique au ministère de la Défense et des anciens combattants, porte-parole du département. Colonel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Malé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Boulkessi? Tôt ce matin, à Boulkessi, un poste militaire situé au sud-est de Ombori, vers la frontière du Burkina Faso, une horde de terroristes s'est déferlée sur ce poste militaire. Et dans l'attaque, les FAMA déplorent 11 morts, 5 blessés. Et donc, en cette douloureuse circonstance, permettez-moi de présenter au nom du ministre de la Défense et au nom de l'ensemble des forces armées et de sécurité les condoléances les plus émues aux familles durement éplorées. Le ministre de la Défense tient également cette occasion pour souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Colonel, quelles dispositions pratiques ont été prises pour éviter d'éventuelles situations? Sur instruction du Conseil restreint de défense et sur instruction du ministre de la Défense, une série de mesures a été prise pour ramener le calme, rassurer les populations et continuer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je peux parler notamment du déploiement d'un détachement du GTIA Waraba à Boulkessi, mais aussi des actions de mise en alerte de toutes les forces qui sont dans le secteur, voilà, de l'information qui a été donnée à nos forces partenaires, voilà, et pour qu'ensemble nous puissions circonscrire cet événement douloureux. Donc, le ministre encourage les forces armées à poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et des biens, tout en réaffirmant sa ferme volonté de continuer la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie, colonel. Suite donc à cet événement douloureux, je vous le disais en début de journal, le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu donc à présider un conseil de défense restreint. Et nous recevions donc en plateau le colonel Abdoulaye Sidibé, conseiller technique au ministère de la Défense et des anciens combattants, porte-parole du département qui est donc venu nous parler de cet événement douloureux survenu à Boulkessi. Le président de la commission d'organisation de la conférence d'entente nationale a rencontré hier les leaders religieux. Il s'agit du président du Haut Conseil islamique et celui du groupement des leaders spirituels du Mali, qui ont tous deux salué la démarche du premier responsable de la commission. Compte rendu de Agali Agagissa. L'objectif de l'organisation de la conférence d'entente nationale est d'instaurer un débat approfondi et inclusif entre toutes les couches sociales de la nation malienne. Le président de la commission d'organisation, Baba Hakim Aïdara, a rencontré les leaders religieux. La délégation s'est d'abord rendue au Haut Conseil islamique où les travaux se sont déroulés à huis clos. Ça a été une rencontre d'abord d'information
Ça nous a permis aussi vraiment de nous faire une idée sur cette conférence d'entente nationale, qui en réalité, nous entendons comme ça, mais avec lui, nous sommes édifiés, parce que nous avons aussi des préoccupations. Le groupement des leaders spirituels du Mali n'est pas resté en marge de ces consultations. C'est le premier responsable du groupement qui a reçu à son domicile le président de la commission préparatoire de la dite conférence. Il est venu me dire qu'il va faire conférence. Vraiment, on est très très content. On le remercie et on fait beaucoup de bénédictions. L'événement qui doit se tenir au cours de ce mois se prépare activement. La rencontre doit aboutir à l'adoption d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation. Nous vous le disions dans nos titres, suite de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau, toujours sur le terrain, le département fait l'état des lieux, des infrastructures de l'eau et de l'électricité dans le but de renforcer les points faibles de ces services. L'objectif est de faire de l'accès à l'eau et à l'électricité une réalité pour tous les Maliens. Envoyé spécial à Sikasso, Adama Kamara et Salimata Dao. La délégation ministérielle démarre la journée par l'unité de l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire. C'était prévu d'importer jusqu'à 200 MW. Aujourd'hui, nous tournons entre 30 jusqu'à 65 MW avec la Côte d'Ivoire. On attend la réalisation de ces projets. Ils vont démarrer très très bientôt. À la station de pompage de la Somagep, nous apprenons que la production des installations de la ville est de 8000 m3 d'eau par jour, au moment où les besoins de la population dépassent les 18 000 m3 d'eau. Pour harmoniser l'offre et la demande, une station de traitement est en construction par le projet d'appui d'Anneau Suédois. Ce projet va doubler la capacité de production, va même dépasser la capacité actuelle. On va ajouter 11 000 litres par jour. Cet investissement nous coûte l'ordre de 2,5 milliards de francs CFA, financé entièrement par le Danemark en subvention. La visite de la direction régionale de l'hydraulique et celle de l'EDM a mis fin à l'étape de Sikasso. Les conditions hydrogéologiques locales sont très peu favorables à l'obtention de quantités d'eau suffisantes. Des études sont réalisées afin que l'on puisse faire réaliser des forages. Les services manquent de ressources humaines. Ils demandent la formation de leur personnel. Je suis interpellé par le retard dans l'exécution de pratiquement tous les projets qui sont en cours. Mes structures également, elles sont présentes ici. Les premiers responsables, il faut qu'ils considèrent qu'ils sont interpellés. À Sinsina, à environ 5 km de Kouchala, la Somapep est en train de construire une station de production d'eau dans le cadre du projet d'appui d'Anneau Suédois à hauteur de plus de 1,2 milliard de francs CFA. L'interconnexion avec la Côte d'Ivoire produit entre 40 et 60 MW. Ici, il y a un excédent de production. À Bla, la production de l'électricité répond à la demande de la population. Par contre, il y a des soucis par rapport à l'eau. Les stands du Mali au Salon international de l'agriculture de Paris continuent de recevoir la visite des hôtes de marque. Hier samedi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, Moussa Timbine, a rendu visite à la délégation malienne. Au terme de sa visite, il s'est dit impressionné par le savoir-faire des exposants maliens. Il l'a dit au micro de nos envoyés spéciaux à Paris, Abdoul Salam Bambara et Siratiki Traoré. Lorsque j'ai fait le tour des stands, j'ai personnellement vu pour la première fois un certain nombre de produits qui sont fabriqués au Mali. Donc ça sous-entend qu'il y a un déficit de communication, il y a un déficit de publicité. Et peut-être qu'il faut voir dans quelle mesure aujourd'hui nous pourrons vraiment faciliter les conditions de publicité et de communication pour ces entreprises, pour que les Maliens puissent mieux découvrir certains produits qui sont fabriqués au Mali même. Parce que réellement, quand tu regardes bien les stands, tu verras qu'il y a pas mal de choses qu'on achète ailleurs dont on n'a pas besoin aujourd'hui, qui sont formidablement vraiment confectionnés au Mali. Je tiens également à dire qu'au niveau des stands, j'ai compris que les Maliens qui sont là pour participer à l'exposition, les agriculteurs ont d'énormes difficultés par rapport à un certain nombre de projets qu'ils souhaiteraient faire au Mali. Je pense qu'on a pris bonne note. Nous allons vraiment les écouter. Nous allons voir dans quelle mesure on peut ensemble former un tout pour que vraiment nous puissions les aider à faciliter les conditions d'installation. 800 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de Citan Imprime, une nouvelle imprimerie qui vient d'ouvrir ses portes pour les besoins d'impression des populations. L'entreprise, située à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako, emploie 85 travailleurs. La nouvelle industrie a été inaugurée en présence du ministre du Développement industriel. Reportage de Batraoré. Citan Imprime, c'est cette nouvelle imprimerie désormais à la disposition des Maliens.
Sa réalisation a nécessité 800 millions de francs CFA. L'entreprise va utiliser 85 salariés, dont 40 permanents. La conception graphique, la photogravure et l'impression sont entre autres spécialités de la nouvelle société industrielle. L'investissement dont il est question aujourd'hui est motivé par l'élan de patriotisme d'un fils du pays qui a décidé de prendre part activement à la construction de son pays. C'est là au moment où les Maliens de la diaspora envoient tous les ans au bercail quelques 400 milliards de francs CFA. Cela augure que c'est un homme entier, un homme qui aime son pays, qui est au service de son pays. Nous encourageons les Maliens de l'extérieur à venir explorer toutes les potentialités que nous pouvons leur proposer pour réussir un tel projet. La cérémonie d'inauguration a pris fin par la visite des installations de l'entreprise. Faire l'état des lieux de l'AMO et de la mise en œuvre du RAMED à Koulikoro est l'objectif d'une visite du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Sur place, le ministre a rencontré les différents responsables et dès la semaine prochaine, des rencontres sont prévues entre les services nationaux du département chargés de l'action humanitaire et les autorités administratives et politiques de la deuxième région. Reportage de Daouda Zoumana Traoré. Ces deux régimes de sécurité sociale que sont l'assistance médicale obligatoire AMO et le régime d'assistance médicale RAMED visent l'allègement de la souffrance des adhérents en cas de maladie. En ce qui concerne l'INPS, il recense de nos jours 528 bénéficiaires de l'AMO. Ils sont salariés, pensionnés et d'autres de l'assurance volontaire et de la réadhésion. La direction régionale de la Caisse malienne de solidarité sociale compte en ce début d'année 16 189 personnes affiliées à l'AMO. Nous avons vu que globalement, le nombre d'affiliés augmente. Nous avons vu que le nombre de prestations fournies augmente au niveau de l'AMO et nous avons vu que les délais de paiement sont respectés. Quant au régime d'assistance médicale RAMED, il s'installe progressivement depuis son lancement en 2013. Présentement, les bénéficiaires de la deuxième région sont au nombre de 12 459 personnes. Le dernier constat au niveau de l'AMO, sur près de 200 SESCOM conventionnés, il n'y a que 7 SESCOM qui fonctionnent normalement aujourd'hui. Nous avons demandé au directeur et à la fédération nationale, régionale et locale de santé communautaire de prendre cette question en main. La mission, par la voix du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, a davantage fait ressortir les vertus de ces deux régimes de sécurité sociale qui ont déjà fait leurs preuves. En 5e région, les travaux du 7e Conseil fédéral de l'Association des pionniers du Mali se sont achevés vendredi au camp de Soufroulaye dans la commune de Sio. Les participants ont doté l'association de nouveaux textes et d'un bureau de 17 membres. Compte rendu, Mahamar Ibrahim Touré. Les participants au 7e Conseil fédéral de l'Association des pionniers du Mali ont doté le mouvement de nouveaux textes et un bureau fédéral de 17 membres dirigé par Tidjani Koulibaly a été mis en place. Nous demandons à Dieu de nous prêter longue vie et force pour que 2017 soit l'année de lumière pour les pionniers du Mali. Nous pensons que nous allons relever le défi, Inch'Allah. Le représentant du ministre a exhorté les nouveaux membres à répondre aux sollicitations des pionniers, à savoir la redynamisation de l'APM, la réactivation de l'éducation pionnière à l'école et une meilleure connaissance de l'APM à travers un plan de communication. Vous devez faire preuve d'initiative et de don de soi. C'est pourquoi nous vous engageons à poursuivre avec détermination votre mission d'éducation, de formation au bénéfice de l'ensemble du Mali. Le 7e Conseil fédéral de l'APM a recommandé la transcription des textes des mouvements dans la langue nationale, le pilotage des activités nationales par les bureaux fédéraux et celles régionales ou locales par les ligues et les districts. En 4e région, l'ONG espagnole Educo a initié à Ségou une journée porte ouverte. Cette journée vise à partager avec le grand public les activités réalisées en 2016 et les programmations de 2017. Compte rendu de Kandesila. Cette journée porte ouverte vise donc à mieux faire comprendre et échanger avec les bénéficiaires directs des activités menées par cette ONG espagnole. En 2016, plus d'1,231 milliard de francs CFA ont été injectés pour promouvoir l'éducation
Et en 2017, le budget prévu par EDICO se chiffre à plus d'1,238 milliard de francs CFA. En 2017, nous passons donc à 63 écoles. Ça veut dire que nous ajoutons 9 écoles. Donc ces 9 écoles-là vont s'ajouter à nos écoles traditionnelles partenaires. Visite des stands, présentations et autres témoignages ont permis au grand public de mieux appréhender l'importance des activités menées. Le travail qui est fait par EDICO est impressionnant. Et le montant qui est injecté effectivement dans l'économie de la région de Ségou, vraiment impressionnant. Notons que l'ONG EDICO, qui intervient dans la région de Ségou depuis 2012, travaille avec d'autres ONG de co-exécution et 4 organisations de la société civile dans la mise en œuvre de 3 programmes relatifs à la promotion de l'école malienne. La production céréalière dans la zone de l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine connaît une nette progression en 2016-2017. Elle est estimée à plus de 111 000 tonnes sur 31 000 hectares emblavés. L'information a été donnée lors de l'ouverture des travaux de la 9e session du conseil d'administration de l'Office, compte rendu de Agali Agakissa. Cette 9e session du conseil d'administration de l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine, OMVF, est une rencontre décisive. Les administrateurs entendent réorienter les missions de la structure afin de répondre efficacement aux besoins de population de la zone lacustre de Tombouctou. Nos priorités pour 2017, c'est améliorer les productivités sur l'ensemble des actions de développement rural, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'exploitation forestière. Pour relever ces défis, les administrateurs examinent les documents financiers et font le bilan des activités de la campagne écoulée. Une campagne qui a enregistré l'emblavement de plus de 31 000 hectares et une production céréalière satisfaisante, soit plus de 111 000 tonnes de céréales. Le budget prévisionnel de 2017, malheureusement, avec les ressources actuelles, est en nette régression. On a une diminution, une réduction de 39%. Les actions envisagées s'inscrivent dans le cadre de la vision du gouvernement du Mali à créer des pôles de croissance et développement de l'agriculture à travers les bassins de production agricole du pays. Ainsi, la zone lacustre est identifiée comme étant l'espace privilégié de concertation des investissements et des activités agro-industrielles en vue de la valorisation de la production agricole dans le septentrion malien. La zone d'intervention de l'OMVF couvre 20 communes des cercles de Goundam, Tiri et Tombouctou avec une population totale estimée à plus de 218 000 habitants. L'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, a tenu la 3e session ordinaire de son assemblée générale dans la salle de l'Institut Aérimadio. Les administrateurs ont examiné les activités menées au cours de l'année écoulée et le budget 2017. Compte rendu de Mamoutou Dante. Cette 3e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS permettra aux administrateurs de faire le point des activités menées au cours de l'année écoulée et l'état d'exécution du budget du dernier trimestre. Le budget 2017 a été également examiné. Cet examen nous permettra d'identifier les difficultés rencontrées afin d'apporter des correctifs et de nouvelles orientations nécessaires au bon fonctionnement de notre institut. La 3e session donnera l'opportunité à l'INJS de jouer pleinement son rôle dans le développement de l'enseignement en offrant une formation de qualité aux élèves et étudiants maliens. Il s'agit d'être rigoureux et d'être également ponctuel, assidu par rapport aux orientations qui vont être données, de regarder avec beaucoup de rigueur les propositions qui ont été faites suite à ces analyses, de faire des propositions concrètes. Les jeunes formés à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS sont très généralement à l'abri du chômage. Autre conseil d'administration avec la 12e de la maison du Hadj. La structure dont le rôle essentiel est l'organisation du Hadj peine à faire face à un nombre de plus en plus croissant de pèlerins. Cette année, le quota accordé à notre pays a connu une évolution de 47% et la maison devrait donc relever le défi en augmentant ses capacités. Les administrateurs se sont penchés sur toutes ces questions en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte. Reportage de Alousseni Touré. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, président du conseil d'administration de la maison du Hadj, note avec satisfaction l'augmentation du quota de pèlerins accordé à notre pays. Celui-ci passe de 9 000 à 13 323.
Cependant, la maison du Hadj dispose de peu de ressources au vu de son budget diminué de 3%, ce qui, de l'avis du président du conseil d'administration, ne milite pas en faveur d'une amélioration de la qualité de l'organisation. Le pèlerinage, aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 30 ans. Alors, les pèlerins doivent être informés dès le début qu'ils iront venir s'inscrire le plus rapidement, parce qu'on a désormais, avec la modernisation des moyens et du flux croissant en Arabie Saoudite, des dates limites de respect. D'enregistrement, de communiquer certains éléments d'information, de vol, du nombre de pèlerins dans les hôtels, etc. Aussi, à l'avenir, la maison du Hadj devrait s'agrandir autant en termes d'infrastructures qu'en termes de personnel. Il y a tout ce travail à faire, mais aussi, ce qui est essentiel, le travail de formation religieuse, ce qu'on appelle l'encadrement, afin que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire à la Mecque, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, comment se comporter, quel chemin suivre. Donc je crois que le défi est grand. En attendant, les administrateurs se penchent sur l'examen et l'adoption des recommandations de la 11e session, l'examen de l'état d'exécution du programme d'activité 2017 et le projet de budget. Conseil d'administration également du Centre national des ressources de l'éducation non formelle jeudi dernier. Un conseil qui aura permis de donner encore plus d'allant à la structure au cours duquel les administrateurs ont passé en revue le programme d'activité 2017. Isaac Tchenou. Avec pour objectif la promotion de l'enseignement de masse et de qualité, le Centre national de l'éducation non formelle donne aux populations non scolarisées une formation de base leur permettant de participer efficacement au développement et d'améliorer leurs conditions de vie. Cette structure qui tient son conseil d'administration entend consolider ses acquis. Ce programme intègre des actes fort intéressants tels que la formation supérieure des non-alphabètes, le suivi des innovations, les activités liées au renforcement des capacités, le renforcement de la post-alphabétisation, les activités liées au développement de l'environnement lettré. Les activités inscrites au programme l'an dernier ont été entièrement exécutées malgré quelques difficultés enregistrées au niveau des centres d'alphabétisation. Vous aurez à examiner et adopter le procès verbal de la 9e session du conseil d'administration du centre, à faire le point de l'état d'exécution des recommandations de la 9e session du conseil d'administration, à examiner et approuver le rapport d'activité de l'année 2016-2017, à examiner et approuver le rapport financier de l'exercice 2016, à examiner et approuver le programme d'activité 2017-2018, à examiner et approuver le budget prévisionnel 2017. Des conclusions pertinentes devront sanctionner cette session pour permettre à la structure d'atteindre ses objectifs. Le contenu de ce communiqué avant de passer à un autre sujet, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, se rend en visite à Kigali, au Rwanda, du 5 au 10 mars 2017. Au cours de cette visite, le ministre Mamadou Ismaïla Konaté rencontrera son homologue rwandais pour, entre autres, passer en revue la convention tripartite Nations Unies-Rwanda-Mali relative à la garde des prisonniers rwandais condamnés par le TPIR. Le ministre Konaté mettra à profit sa présence à Kigali pour échanger et savoir davantage sur l'expérience rwandaise en matière de justice transitionnelle. Vendredi 3 mars 2017, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la vie sauvage. Pour marquer l'événement, l'association Climates, en partenariat avec la Direction nationale des eaux et forêts, le Parc national zoologique et la GIZ, a organisé une visite guidée suivie d'une conférence débat. Compte rendu de Mamadou Fane. En célébrant chaque année la date du 3 mars, journée internationale de la vie sauvage, la communauté internationale se donne ainsi une chance d'inciter les jeunes à prendre conscience de la vie sauvage. Cette journée est aussi l'occasion d'engager un dialogue les uns envers les autres pour tracer un nouveau monde meilleur. Le parc zoologique était vraiment un lieu approprié pour bien commémorer cette journée. Dans cette idée d'atteindre ses objectifs, devrait commémorer cette journée qui est une toute première dans le monde et mettre en avant le Mali. Au Mali, l'événement a été marqué par une visite guidée au parc national géologique, suivie de conférences débats sur les thèmes comme la protection des animaux sauvages, les forêts du Mali, la citoyenneté et le respect de l'environnement, ou encore ensemble sauvons les éléphants du gourmand Rarous. Quand on parle de la vie sauvage, on parle des animaux sauvages. C'est de consacrer un moment fort pour pouvoir parler sur ces animaux-là, pour pouvoir sensibiliser, éduquer tout le monde de protéger ces animaux sauvages-là. Les organisateurs de cette journée espèrent ainsi éveiller la conscience des Maliens pour une meilleure protection de la vie sauvage quand on sait que les animaux sauvages deviennent de plus en plus rares dans notre pays.
Nous vous l'annoncions hier, le 25e FESPACO, qui a pris fin hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, a décerné l'étalon du Yenenga au réalisateur sénégalais Alain Gomis pour son film long-métrage Félicité. C'était au Palais des Sports de Ouagadougou, au cours de la cérémonie officielle de clôture, en présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui avait à ses côtés son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le réalisateur malien Daouda Coulibaly, avec son film Woulou le chien, a remporté le prix spécial Samben Ousmane et celui de la meilleure interprétation masculine. Le prix spécial du jury dans la catégorie École africaine du cinéma est revenu à la jeune réalisatrice malienne Fatoumata Soy Coulibaly pour son film Héritage. Compte rendu de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Suleiman Kenza Sidibé, Mfali Sidibé, Abouakar Traoré et Modibo Soare. Film poignant en hommage à la femme, Félicité est une histoire d'amour. L'histoire musicale et électrique d'un retour à la vie d'une chanteuse dans un Ganda, autrement dit un bar populaire de Kinshasa en RD Congo. C'est avec ce long métrage de 120 minutes réalisé en 2016 que le franco-sénégalais a remporté ce samedi à Ouagadougou l'étalon d'or de Yenenga édition 2017, son deuxième sacre au FESPACO après celui de 2013. Ce prix, je voulais le dédicacer à la jeunesse, aux jeunes réalisateurs, aux jeunes réalisatrices. L'étalon d'argent est revenu au Béninois Sylvestre Amoussou pour son film L'orage africain. Celui du bronze au Marocain Saïd Khalafa pour son long métrage intitulé 1 000 dans les chaussures. Dans le registre des prix spéciaux, le film Woulou ou le chien de notre compatriote Daouda Coulibaly a remporté le prix Samben Ousmane et le prix de la meilleure interprétation masculine. Enfin, le film Héritage de la jeune réalisatrice malienne Fatoumata Choy Coulibaly a reçu le prix spécial du jury dans la catégorie des films des écoles africaines de cinéma. Le président ivoirien s'est réjoui du choix porté sur son pays comme invité d'honneur de cette édition. Je voudrais dire à quel point la Côte d'Ivoire est honorée d'être pays invité d'honneur. Premier FESPACO en tant que président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a salué le travail abattu par les cinéastes africains pour le succès de ce rendez-vous 2017. Mais quand nous voyons tout le travail, le chemin de croix que les acteurs et tous les acteurs du cinéma doivent faire pour produire un film, nous leur disons à tous toutes nos félicitations. Fin du clap donc du 25e FESPACO après 7 jours de projection et autres manifestations culturelles. Au total, 150 films étaient sélectionnés, dont 105 en compétition officielle dans 5 catégories, à savoir les longs et courts métrages, les séries télévisuelles, les documentaires et les films des écoles africaines de cinéma. Ici, au Mali, la ville de Markala vibre depuis vendredi au rythme du festival des masques et marionnettes du Mali. Pour cette 20e édition, parrainée par le professeur Dionkounda Traoré, le thème retenu est le Ndomo et l'éducation des enfants. Le reportage de Kandé Silla. Manifestations folkloriques, foires, expositions, concerts et des débats thématiques, ce sont entre autres activités qui sont au menu de cette 20e édition du FESMAMA, Festival des masques et marionnettes de Markala. Le thème retenu cette année est le Ndomo et l'éducation des enfants. La première interrogation du Ndomo, c'est homme, qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Ça, c'est les questions essentielles que le Ndomo enseigne à l'enfant Bamana de 7 à 21 ans déjà. Et nous, à l'école française, ça s'appelle l'existentialisme. Nous l'avons connu qu'au niveau de la terminale. Pour le parrain de l'édition qui a reçu une attestation de reconnaissance des populations de Markala, le FESMAMA a toute son importance. Je pense que je n'ai pas grand mérite d'être présent à chaque fois que ce FESMAMA a lieu. D'abord par sa qualité intrinsèque qui émane évidemment de la richesse de la culture de cette région de notre pays et de Markala en particulier. Ensuite, parce que le professeur Diop Traoré est un ami personnel, c'est un frère, je dirais. Plusieurs autres adresses ont situé l'événement dans son contexte et un avant-goût sommaire des manifestations culturelles présentées annonce déjà les couleurs de l'événement. Parlons musique maintenant. L'artiste international Oumou Sangaré, la diva du Wassoulou, à l'occasion du lancement de son nouvel album, a tenu une conférence de presse à l'hôtel Wassoulou. Avec ce nouvel album, Bimogoya, la diva signe son retour sur la scène nationale et internationale après un long silence. Moussa Tidjani Kanté.
Originaire du Ouassoulou, région boisée située au sud du Mali et flanquée entre Bamako et Sikasso, à la frontière guinéenne, Oumou s'initie à la musique auprès de sa mère et grand-mère. C'est dans ce joli décor de l'hôtel Ouassoulou que la diva rencontre la presse pour le lancement officiel de son nouvel album Bimogoya. Je parle des faits sociaux. Actuellement, comme notre pays traverse des moments très très durs, j'ai jugé nécessaire de parler à la population malienne, de parler à des amis du Mali et de parler à la jeunesse malienne qui pense qu'on peut trouver la richesse ailleurs, mais pas ici au Mali. Un album traduit moderne qui a été conçu entre Stockholm en Suède, la Belgique et Bamako. Bimogoya, c'est l'incarnation de la vie de l'artiste, une vie qui n'est tout le temps pas rose. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour le concert dédicace de la diva Oumou Sangari ici à Bamako. La transition est toute trouvée pour parler d'art. La galerie Médina représentera le Mali et l'Afrique à la prochaine édition de la Documenta, l'un des événements les plus prestigieux au monde dans le domaine de l'art. Pour être à la hauteur des attentes lors de ce rendez-vous continental, la galerie Médina abrite une série d'expositions afin de solliciter l'appui des partenaires financiers et techniques ainsi que les admirateurs des œuvres artistiques. Fousseni Tunkara. La première exposition visitée est celle d'un jeune artiste plasticien malien, Mohamed Diabaté, qui a sa première expérience, nous explique ici sa démarche artistique. J'essaie de dégager mon fort intérieur. Par exemple, les quadriptyques qui sont là, j'ai traité le sujet de la rencontre entre les adultes. C'est basé sur la parole, mais en accentuant plus la matière, les couleurs, l'harmonie qu'il peut y avoir dans les rencontres. À un jeu de pierre de la première présentation, 2 manuscrits de Tombouctou. Cette exposition est pilotée par l'ONG Savannah DCI. On a sélectionné un manuscrit qui parle de médecine, qui est fait par un notaire malien. On a amené un deuxième manuscrit qui parle de beauté des femmes. Beaucoup de gens ne savent pas que dans le manuscrit, on trouve tout. On trouve les solutions de tous nos problèmes. Enfin, la galerie Médina expose aussi les objets personnels du célèbre chanteur Feu Ali Farka Touré, sous la houlette de la fondation qui porte le nom de l'illustre disparu. Cette activité qui a regroupé plusieurs admirateurs de l'art annonce la participation de la galerie Médina à la Documenta, l'un des événements les plus prestigieux au monde dans le domaine de l'art. La participation de l'invitation de la Médina à la Documenta, comme je l'ai tantôt dit, qui est l'un des événements les plus prestigieux au monde. Et c'est une grosse responsabilité pour nous d'être invités en tant qu'institution. Quand on a fait ce lancement pour vraiment faire un appel à toutes les bonnes volontés afin de nous aider à être au top pour reprendre le nom du Mali et de l'Afrique. Lancement à Bougouni du Festival international Didadi. Le thème retenu pour cette 4e édition est culture et développement économique local. Plus d'une vingtaine d'artistes et 82 exposants prendront part à ce rendez-vous culturel. Asseta Saliou Maïga. Culture et développement économique local, c'est le thème de la 4e édition du Festival international Didadi de Bougouni. Cette 4e édition qui vient d'être lancée verra la participation de 9 pays de la sous-région. De la première édition en 2014 à la 4e édition en 2017, il a montré d'abord nos richesses culturelles. Il a ensuite démontré au reste du pays le savoir-faire du cercle. Cette année, l'accent sera mis sur la création d'emplois des jeunes et des femmes de la localité de Bougouni à travers l'initiation aux techniques de recyclage des déchets plastiques. Les organisateurs entendent sauvegarder l'environnement à travers cette innovation. Cette édition sera un pas de plus vers la valorisation des efforts de développement à l'instar d'autres espaces culturels. Ainsi, les efforts de participation et d'implication des acteurs clés seront consolidés afin de contribuer au développement durable du cercle. Le Festival international Didadi de Bougouni vise à promouvoir les patrimoines culturels et artistiques du cercle. Rappelant que le festival Didadi est prévu pour les 16, 17 et 18 mars prochains. Plus d'une vingtaine d'artistes musiciens et 82 exposants sont attendus pour ce rendez-vous culturel. Dossier culture maintenant.
Gundo ou Guindo, Togo ou ceux qui sont sous le Toguna, il existe une multitude de noms de familles Dogon qui se caractérisent par leur multiplicité et il y en a 7 qui sont les principaux de la contrée du Gourou dans la plaine Dogon. Dans la chronique Culture et Société, Cheikh Oumar Sangaré nous propose en rediffusion les patronymes Dogon, précisément ceux de Koro, capitale du Gourou. Koro, près de 800 km de Bamako à la frontière avec le Burkina Faso. Cette ville est la capitale de la contrée du Gourou au pays Dogon. Le fondateur de la ville s'appelle Anei. Longtemps, il s'est promené dans la contrée là. Alors il est allé trouver un baobab où il s'est vraiment reposé. Il a pris vraiment son site donc de base. Et quand ses frères sont venus à sa recherche, mais on demande mais où sont tes bagages? Il dit mais les voilà accrochés. Le mot accroché en Dogon, Koro, Kolo, c'est ça le nom actuel de Koro. Anaï trouve sur place des télèmes qui viennent de la falaise. De cette peuplade provient sa première épouse appelée Yejim. Maintenant, cette Yejim a eu des enfants. Il y a eu les Jimde, ça c'est son premier garçon, Aloé Jimde. Il y a eu les Kwani, les Oroteli, les Agnou. Ce sont les premiers enfants donc, de cette première femme Télém. En plus de Yejim, Anei épouse une deuxième femme qui lui donne un garçon du nom de Gonkina. Ce dernier engendra la deuxième vague de noms de famille de la contrée du Gourou. Et c'est lui qui a été le père du second Jimde, des Nyangali, des Bamajo et des Dama. Ça c'est la ville donc de Koro. Ce sont ces 8 grandes familles qui constituent donc le Gourou actuel. En somme, Jimde, Kwani, Ogoteli, Agnou, Nyangali, Bamajo et Dama sont les principaux patronymes de la contrée du Gourou. Cependant, d'autres noms ont existé avant. Certains remontent aux premiers ancêtres Dogon installés à Kani, à l'image des Togo. Toguna ou en Bambara, Togo, Toguda, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont assis sous le Toguna là, ça ce sont les Togo. Et c'est le premier qui est resté à Kani. Au dire de notre interlocuteur, le patronyme Dogon le plus répandu est Guindo. Autour de ce nom, tous les Dogons se retrouvent. Ils parlaient donc son Manenka. Alors quand on leur a demandé ce qu'ils étaient, ils disent ils préfèrent vraiment se taire. Comme on dit en Bambara ou en Malinké, Gundo, ils disent qu'ils préfèrent garder le Gundo. Et c'est ce Gundo-là, le secret, qui est devenu par déformation Guindo. Donc tout Dogon est Guindo. Le contenu de ces deux communiqués à présent avant de nous séparer. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans la matinée de ce dimanche 5 mars 2017, le poste de sécurité de Boulkessi, situé au sud-est de Hombori, a été l'objet d'une attaque terroriste. Le bilan fait état de 11 morts, dont le brave commandant du détachement et 5 blessés. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants présente, au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, les condoléances émues aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Un détachement des forces armées a été aussitôt déployé dans la zone pour rechercher et mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette attaque lâche et barbare. Le ministre encourage les FAMA à poursuivre leur mission de sécurisation des citoyens et de leurs biens, tout en réaffirmant la ferme détermination à aller au bout de tous les efforts de préservation de la quiétude des populations. Et puis ce communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement du Mali condamne avec la dernière rigueur cet acte terroriste perpétré contre les FAMA. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes, souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Cela n'entame en rien la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts pour la paix dans le cadre de la coopération sous-régionale et internationale et notamment le G5 Sahel. C'est donc la fin de cette édition d'information. Vous retrouverez l'information sur nos antennes demain à 10h et à 13h avec Aïssata Ibrahim Maïka et les éditions du soir vous seront présentées par Nyanya Aliou Traoré. Merci et bon début de semaine.